Bonjour à tous et bienvenue sur le podcast J'ai l'œil du tigre. Je suis Claire, la muséographe et scénographe de Fun in Museum. Mon métier, c'est d'aider les musées, les équipements touristiques et tous les professionnels du patrimoine à trouver des solutions pour booster, rendre waouh l'expérience de leurs visiteurs. Chaque semaine, je vous donne les stratégies, les astuces et surtout de la bonne humeur pour réinventer avec moi le monde des musées, les rendre plus fun et vraiment accessibles à tous. Alors mettez-vous à votre aise, installez-vous confortablement et c'est parti pour l'épisode du jour. Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast invité sur J'ai l'œil du tigre. Aujourd'hui, je reçois Céline Chanas, conservatrice en chef du patrimoine, directrice du musée de Bretagne à Rennes et présidente de la Fédération des écomusées et des musées de société, la FEMS, pour parler d'une notion de muséologie à connaître ou à redécouvrir ensemble, les écomusées. Pour ce qui est de la définition officielle, vous la connaissez peut-être, mais je vous la rappelle ici en introduction. J'ai choisi celle d'André Desvallées, l'une des plus connues. Un écomusée est une institution muséale qui associe au développement durable d'une communauté la conservation, la présentation et l'explication d'un patrimoine naturel et culturel détenu par cette communauté représentative d'un milieu de vie et de travail sur un territoire donné, ainsi que la recherche qui y est attachée. Dans cet épisode, on va vous montrer avec Céline que les écomusées sont bien différents et plus surprenants des équipements qu'on imagine. Je vous laisse découvrir notre conversation pour connaître les grandes lignes de ce concept, des équipements inspirants et aussi quelques différences à connaître, notamment avec les musées de société et tout ce qui en découle avec les problématiques, par exemple, d'engagement au musée. Bonne écoute! Bonjour Céline, je suis ravie de vous accueillir sur J'ai l'œil du tigre pour ce nouveau podcast invité pour un nouvel épisode Quesaco sur les écomusées et les musées de société en lien avec la Fédération des écomusées et des musées de société justement connus sous le sigle FEMS dont vous êtes la présidente. Alors, comment allez-vous Céline aujourd'hui ? Bien, Claire, très bien. Merci beaucoup de votre invitation. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, pouvez-vous, s'il vous plaît, Céline, vous présenter aux auditeurs et auditrices avec vos propres mots, notamment la belle structure dont vous faites partie, le musée de Bretagne. Je vous pose la même question qu'à tous les invités du podcast. Céline, quelle est votre mission dans la vie, ce qui vous anime ? Alors, bonjour à toutes et à tous. Je travaille au musée de Bretagne depuis presque 10 ans et j'en suis la directrice. Alors, l'intitulé de mon poste officiellement, c'est conservatrice du patrimoine, euh, mais j'aimerais bien me définir avec mes mots propres. J'aimerais à dire que je suis finalement passeur de culture, puisque ce qui m'anime dans la vie, c'est finalement la médiation culturelle, le métier finalement qui a été mon premier métier et là d'où je viens, c'est de raconter des histoires, raconter des récits autour du patrimoine, autour d'un patrimoine qui nous concerne tous. Et c'est finalement ça qui m'anime finalement dans notre capacité en tant qu'équipement culturel à raconter des choses, à faire découvrir aussi des savoirs, des connaissances aux habitants du territoire où notre musée est inscrit. D'accord, très bien. Merci beaucoup Céline pour cette belle présentation et cette notion de storytelling, de mise en récit ultra importante dans nos métiers. Alors on va donc continuer à faire connaissance avec le quiz Fast and Curious que je vous ai préparé ce matin. Je vous rappelle le principe, je vous propose 2 options et vous choisissez la meilleure pour vous. Et bien sûr, on est souvent sur des choix cornéliens. Et on avance tout simplement en entonnoir vers notre problématique du jour, les écomusées et les musées de société. Alors Céline, vous êtes prête ? C'est parti ? Oui ? Alors, premier choix cornélien. Céline, vous êtes plutôt, j'étais obligée de vous la poser celle-là, crêpe ou galette en Bretagne ? Alors oui, effectivement, c'est un choix cornélien. Cornélien. Comme je suis aujourd'hui installée à Rennes et en Ille-et-Vilaine, je vais dire galette.
Ça marche, ouais, c'est pas évident. Moi, je crois que j'aurais choisi crêpe, peut-être. Alors, en parlant un peu plus muséo maintenant, vous êtes plutôt patrimoine matériel ou immatériel? Alors c'est le vrai choix cornélien. Je n'envisage pas le patrimoine, matériel sans l'immatériel, mais dans un musée, je vais quand même dire qu'on a besoin de collection, donc je vais dire patrimoine matériel. D'accord, patrimoine matériel. Plutôt musée contemplation ou musée espace public? Alors là, définitivement musée espace public. Oui, je me doute bien. Alors, plutôt visiteur acteur ou visiteur spectateur? Alors là, ça dépend parce que j'aime bien les 2 à titre personnel, mais dans mes fonctions, en tout cas dans ce que nous pouvons proposer, au sein du musée de Bretagne, je vais plutôt dire musée acteur. D'accord, musée acteur. On peut dire aussi spectateur, hein. En tous les cas, c'est une notion qui peut être intéressante. Pour vous, un musée est un objet statique ou s'inscrit dans un processus? Bon, là, c'est facile, venant d'où je parle, je vais parler de processus dynamique, bien évidemment. Très bien, on va reparler justement avec la notion d'écomusée. Attention, plus corsé, en tous les cas pour moi, plutôt influencé sur ce sujet muséologique par GHR Georges-Henri Rivière ou Hugues de Varine qui a inventé le terme d'écomusée. Donc tout ce qui est écrit inspirant. GHR ou Hugues de Varine? Allez, je dirais, honneur aux ancêtres, GHR. GHR, team GHR. Ok, parfait. Bah, merci d'avoir joué le jeu, Céline. C'était pas facile. Et au moins, ça nous permet d'introduire le sujet. Alors, la première question que je voulais vous poser dans ce podcast invité est en lien avec votre fédération qui constitue un repère et un référent pour bon nombre de professionnels du secteur muséal. Présentez-nous, s'il vous plaît, Céline, la fameuse FEMS. C'est comme ça qu'on dit dans le sigle, FEMS. Quelle est son histoire, ses missions, ses membres, etc. Alors la FEMS, en toutes lettres, Fédération des écomusées et des musées de société, c'est une association loi 1901 et elle fédère un ensemble de structures qui sont réparties sur, tout le territoire, national français avec quelques, adhérents également à l'étranger et elle fédère la grande famille des écomusées et musées de société. Donc c'est une association qui est née il y a un peu plus d'une trentaine d'années, en 1989, et elle est née à l'initiative de 28 écomusées fondateurs, dont le musée de Bretagne d'ailleurs. Elle représente aujourd'hui plus de 180 établissements patrimoniaux qui se Mhm. rejoignent par un certain nombre de valeurs, de projets également. Et le projet qui les rassemble, c'est de placer l'humain et le territoire au cœur de leur démarche. Une démarche qui permet de relier les patrimoines au développement des territoires, au développement des sociétés. Donc voilà, si on peut dire de manière très résumée, ce qu'est notre fédération des écomusées et musées de société. Ok, et je mettrai justement dans le lien de la description de l'épisode toute l'historique, etc., qu'on peut retrouver sur le site web de la fédération qui est fort intéressant. Alors, deuxième question, cœur du sujet d'aujourd'hui, et c'est pas facile d'y répondre, qu'est-ce qu'un écomusée exactement, Céline? Si on devait résumer ce concept pour les auditeurs. Alors c'est un concept, l'écomusée qui a été, lancé au début des années, 50, qui a pris une ampleur, importante au moment aussi où se sont structurés, les parcs naturels, régionaux. Donc c'est un concept, qui est vraiment très très relié, au développement, des territoires et à la notion, de site. Il a été popularisé avec on va dire le site qu'on a pu, qualifier de 1er écomusée puisque, le concept a été développé par Hugues de Varine, notamment à l'écomusée, du Creusot, au tout début des années 70. Et le principe de l'écomusée, il est relativement simple, il est celui de fédérer, localement, autour une population, des habitants autour d'un projet, de transformation, on va dire d'un espace, d'un lieu, hem, pour, faire finalement, de ce patrimoine, quelque chose d'autre. C'est-à-dire, bien sûr en conserver, son histoire, la documenter, mais aussi favoriser, les échanges, les rencontres, le débat autour, d'un certain nombre, d'initiatives.
L'écomusée, c'est dès le départ, caractérisé par, la notion, d'interdisciplinarité et la notion de participation active, dans la gouvernance des populations au projet de développement. Donc voilà, on va dire ce qui peut caractériser, l'essence même de l'écomusée, qui a été reconnue ensuite par les instances, de l'ICOM, au début des années, 80 et qui s'est développée, très largement, dans le monde. Ok, donc l'ICOM, l'Institut international des musées, hein. Pour la traduction. Alors bien sûr, on mettra aussi au début du podcast, j'ai donné la définition officielle des écomusées pour compléter donc cette présentation synthétique de Céline. Et justement, Céline, pouvez-vous nous présenter quelques exemples inspirants d'écomusées qui traduisent la pluralité des équipements de cette catégorie? Parce qu'il y a vraiment des écomusées de toutes sortes, de toutes tailles. Est-ce que vous pouvez nous citer quelques exemples? Alors, je vais peut-être commencer par, quelques exemples, dans mon environnement proche, parce qu'on est souvent, Bien sûr. aussi, reliés, finalement à ce qui est autour de nous. En Bretagne, il y a un écomusée qui s'appelle l'écomusée des Monts d'Arrée, qui est justement, inscrit dans un parc naturel, régional et qui est inscrit sur un site, en milieu rural. Et cet écomusée, a beaucoup évolué depuis une quarantaine d'années, mais il s'attache, voilà, à présenter, les modes de vie, les process de développement, dans les Monts d'Arrée, qui est une région très particulière à l'ouest, de la Bretagne, dans le Finistère. Et cet écomusée s'inscrit sur un site, d'habitat, voilà, un ensemble de bâtiments, agricoles, on va dire que ça pourrait être un petit peu, dans la vision du grand public, l'image qu'on peut avoir, de l'écomusée, c'est-à-dire, un espace, relié, au monde rural et au monde agricole. C'est peut-être l'une des premières générations, d'écomusées qui vient aussi de la notion de musée de plein air, qui vient des pays, nordiques. Ok, ok. Et un autre exemple justement qui montrerait un autre pan? Et ben, je citerai peut-être un exemple, que l'on trouve fréquemment dans le nord de la France, un écomusée, qui est inscrit sur un site de patrimoine, industriel et technique, comme l'écomusée de l'Avesnois, par exemple. Mhm. Ça pourrait être un bon exemple. Génération, d'écomusées qui s'est aussi, largement, développée, en lien avec la crise ou les crises du monde industriel qui ont, voilà, qui ont éprouvé un certain nombre de territoires en France, dans le nord, mais également, dans l'est. Mais il y a également, d'autres types, d'écomusées et notamment des écomusées qui peuvent se situer, en milieu urbain. Et je prendrai, un exemple, en dehors, on va dire du territoire français, mais bien dans le monde francophone, qui est l'écomusée du Fier-Monde, Mm. à Montréal, un autre, écomusée là aussi, très inspirant, qui va plutôt parler, des manières, d'occuper, l'espace urbain. Donc on va dire l'écomusée, c'est on va dire, un concept, mais qui recouvre une grande variété, de typologies, de projets et de nature également de collections. Ok, donc il faut pas garder cette image d'écomusée, collection de vieux outils ou je ne sais quoi, hein. On est bien d'accord, c'est bien plus large que ça. Et justement, troisième question, quelle est la différence entre un écomusée et un musée de société? Ça, c'est une question pas facile, hein. Oui, c'est une question un petit peu épineuse et peut-être, concerne surtout les professionnels de notre secteur. Le terme musée de société, il est apparu, plus tardivement dans la littérature, notamment, au travers d'un colloque dans les années, la fin des années 80, début des années 90, qui a permis de faire le point sur l'élargissement de ce concept, d'écomusée et de cette grande famille. Aujourd'hui, ce que je pourrais dire, c'est que le terme de musée de société, c'est un terme, générique qui va englober, les écomusées, mais qui va aussi pouvoir, intégrer, d'autres typologies de musées, qui vont s'intéresser de manière plus globale aux faits de société contemporains. Et c'est comme ça finalement, que je définirais aujourd'hui le concept de musée de société. C'est-à-dire, un musée, quel qu'il soit finalement,
qui s'intéresse à la société, qui s'y intéresse, en tant qu'objet d'étude, mais qui s'y intéresse aussi dans sa capacité, à engager, les personnes qui composent cette société dans son processus, en fait. Et justement, dans la Fédération des écomusées, est-ce qu'il y a certains musées de société que vous pourriez nous conseiller et nous parler pour faire un peu le distinguo avec les équipements inspirants écomusées? Alors, quels seraient les musées de société, de la fédération, qui nous paraissent aujourd'hui, intéressants, inspirants? Là aussi, il y en a de toutes sortes, je vais dire des petits et des gros en termes de taille, et de moyens. Alors, j'aimerais parler d'un exemple qui est situé à Lyon, en milieu urbain, qui est le musée, d'histoire de Lyon, qu'on connaît aussi sous le nom de musée Gadagne, et qui est en plein, renouvellement, voilà, de son, projet. Le musée Gadagne est un musée de société, et son directeur aime aussi à dire parfois, sans doute avec une once de provocation, que c'est un écomusée, au sens où ce musée s'intéresse à son territoire proche, qui est le territoire, de la ville et de la métropole de Lyon. Donc je dirais que les frontières sont mouvantes, et que finalement, je me pose moi-même la question: «Est-ce que cette catégorisation, elle est vraiment importante?» Là, c'est à chacun de, voilà, de le sentir finalement. Le musée de Bretagne, moi, je le définis comme un musée de société, alors que, si on regarde les projets scientifiques et culturels, précédents, d'il y a une dizaine, une vingtaine, une trentaine d'années, on le qualifiait souvent de musée d'histoire. D'accord. Mais je trouve que le qualifier de musée d'histoire, finalement l'enferme dans une discipline, qui est, discipline des sciences historiques, et finalement, l'empêche en quelque sorte d'aller vers ce caractère, pluridisciplinaire qui caractérise notre grande famille des musées de société et qui peut aussi bien toucher, à la sociologie, à l'anthropologie, à l'archéologie, mais également aux langues, voire même à la littérature, au cinéma ou à la photographie. Et finalement, la capacité d'un musée de société, je trouve, c'est de rentrer en résonance, d'avoir cette curiosité, d'aller vers l'ensemble de ces disciplines, et également aller vers des disciplines, que sont celles des arts, voilà, la question de la création qui me semble aussi tout à fait importante, de préserver et de cultiver au sein d'un musée de société. Ok, donc vraiment différentes temporalités finalement du musée. Et puis en effet, un concept de musée et d'un équipement, c'est quelque chose qui est très mouvant, qui se réfléchit régulièrement dans le cadre du PSC, dans le cadre de la politique culturelle, scientifique, de médiation, etc. qu'on mène. Et voilà, mettre une étiquette sur tout, c'est pas forcément facile, même si là on a essayé en tous les cas de définir ces concepts muséologiques un peu plus précisément. Alors, j'avais envie d'achever ce podcast, Céline, en parlant des célèbres rencontres professionnelles de la Fédération qui traitent toujours de sujets passionnants dont j'ai eu la chance de participer à différents degrés, à différentes occasions. Donc en 2021, elle portait sur l'engagement dans les musées, un sujet assez en vogue. Quel est votre avis, Céline, sur ce sujet? Est-ce que les écomusées et les musées de société sont davantage concernés par la problématique de l'engagement des visiteurs, ou est-ce que c'est quelque chose qu'on doit retrouver dans tous les musées? Alors, je dirais que pour moi, le musée aujourd'hui en tant qu'institution culturelle, doit s'inscrire, dans, voilà, dans les différents, mouvements de la société, dans ses questionnements, et doit être en capacité de se saisir des questionnements que pose cette, société. Mais il est vrai que le musée de société, l'écomusée, a sans doute été, précurseur dans sa capacité à traiter de sujets engagés, dans sa capacité aussi à porter un intérêt, à des problématiques qui n'étaient pas du tout dans le viseur, des musées, plus classiques, notamment les musées de beaux-arts qui étaient, beaucoup centrés, notamment sur l'étude et la valorisation de leurs collections, et les musées de société depuis les années, 70-80, depuis qu'ils se sont développés, ont traité de sujets, engagés au sens, voilà, de sujets qui n'étaient pas forcément, très visibles dans la société. Je pense notamment, à des exemples d'expositions,
sur les thématiques des migrations, des parcours migratoires, des métissages. Voilà, des musées comme le musée dauphinois dès le début des années, 80 ont traité de grandes expositions, je pense notamment, à une exposition qui avait fait date, comme le roman des Grenoblois, heu, ou à d'autres expositions qui s'intéressaient à des populations, voilà, immigrés comme d'Isère et d'Arménie, par exemple, une exposition, qui a éclos à la fin des années 80, ou l'écomusée de Fresnes aussi, qui a beaucoup traité, de ces questions. Alors aujourd'hui, la question de l'engagement, elle est beaucoup plus présente, et elle a été réinvestie en quelque sorte, par, beaucoup de musées. Je ne peux que m'en, féliciter et m'en réjouir. On le voit, avec 2 grands enjeux aujourd'hui qui concernent, les musées, en France et quelque chose qui nous pousse, qui arrive d'ailleurs du monde anglo-saxon. La question par exemple du postcolonial ou la problématique, de la visibilité, des femmes, tous les questionnements aussi, que portent un certain nombre de chercheuses sur les femmes, créatrices et dont ont pu se saisir un certain nombre de musées, notamment des musées de beaux-arts. On le voit par exemple avec les politiques qui sont portées par la réunion, des musées, à Rouen, par exemple. Mais, cela n'empêche pas que nos musées de la fédération des écomusées, voilà, s'en emparent et le traitent, encore. La question de l'engagement, je pense, elle est aussi importante à situer non seulement par les sujets qui peuvent être traités par le musée, mais aussi dans la manière dont les citoyens, les habitants, sont autorisés, et ont aussi une capacité à être partie prenante du musée. Et je pense que c'est peut-être ce sujet-là qui mérite encore Mmh. d'être, travaillé pour que cette question, de l'engagement, ne soit pas qu'un leurre ou un vernis, mais que véritablement dans Bien sûr. la manière de traiter les sujets et de travailler avec les publics, on y accorde et on fasse une vraie place, aux habitants et au public d'un territoire, voilà, pour que le musée soit encore plus ouvert sur notre société. OK, très bien. Merci Céline pour ce beau partage. Alors, on mettra dans la description du podcast le lien vers le replay de cette journée d'études sur l'engagement, qui est disponible d'ailleurs sur YouTube. Alors, en avril 2022 auront lieu une nouvelle édition des rencontres professionnelles au Muséon Arlaton et au musée de la Camargue, intitulée Les temps des expositions. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Céline? Alors, nos rencontres, 2022, nos rencontres professionnelles qui sont en effet annuelles, changent de destination. Nous partons en Arles l'année prochaine et nous en sommes très contents car nous avons plusieurs adhérents, en Camargue. Nous avons, notamment le musée de la Camargue et le Muséum Arlaten, 2 institutions, à la fois très anciennes, mais à la fois très jeunes, puisqu'elles viennent toutes 2 de réouvrir, de reconfigurer complètement, leur parcours, permanent. Donc nous avons senti que ce sujet de l'évolution des parcours permanents était un sujet très important pour nos adhérents et nous avions envie de prolonger, cette réflexion avec, une thématique, un petit peu différente, la question du temps. La question du temps, c'est bien sûr, la question de la durée des expositions. Une exposition permanente, ça dure combien de temps? Et on voit bien que c'est compliqué. Nous avons beaucoup de musées dans notre réseau qui ont des parcours permanents qui sont vieillissants, parfois de plus de 30 ans. Oui, c'est même pour ça qu'on met de plus en plus un côté modulable et aussi semi-permanent en fait dans les expos pour qu'elles puissent réinciter à la revisite et vivre en fait, pas être inerte. Exactement, donc certains musées ont fait le choix aussi de ne pas avoir de parcours permanent ou en tout cas, d'affirmer la notion, de de temporaire long ou de semi-permanent. C'est le cas du musée dauphinois depuis très longtemps, mais les grandes institutions comme le Mucem ou le musée des Confluences, dans leurs nouveaux projets, ont affirmé que les expositions, voilà, ne dureraient qu'un certain nombre de temps, entre 5 et 10 ans et on voit déjà, leur capacité, là aussi, avec des moyens importants de renouveler ces parcours. La question pourrait être aussi: et quand on a beaucoup moins de moyens, comment fait-on? Quelle est
l'utilité possible. Donc ces rencontres, elles seront aussi, je l'espère, l'occasion d'échanger sur la manière de faire dans une logique aussi peut-être d'éco-conception, de durabilité, de faire avec moins d'argent, moins de temps. Parce qu'il me semble difficilement raisonnable d'assumer aujourd'hui un parcours permanent qui resterait fermé 10 ans. Ça me paraît compliqué. Bien sûr. Mais c'est vrai que cette notion dont vous parlez, Céline, moi je la retrouve énormément dans le cahier des charges des maîtrises d'ouvrage pour lesquelles je travaille, où on a souvent des rénovations, mais avec des rénovations en effet qui doivent vivre avec un côté évolutif aussi des modules, même quand on est dans de la manip, dans de l'audiovisuel, d'avoir comme ça des fenêtres qui peuvent être mises à jour pour justement ne pas avoir un parcours permanent qui soit rapidement désuet. Donc super intéressant. Donc on met bien sûr toutes les infos dans la description du podcast. Donc le petit i du player sur la page podcast de www.funnymuseum.com et aussi dans l'introduction de ce podcast en fonction de la plateforme d'écoute des auditeurs. Merci infiniment Céline d'avoir répondu à mes questions aujourd'hui pour faire découvrir ou redécouvrir ces deux notions de muséologie pas toujours faciles à comprendre, d'écomusée et de musée de société, et au passage un beau réseau professionnel et des équipements inspirants. Je mets bien sûr en description de l'épisode également votre bio pour ceux qui veulent continuer à échanger avec vous Céline et à créer bien sûr des liens avec le musée de Bretagne ou aussi avec la fédération bien évidemment. Et il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter, chères auditrices, chers auditeurs, une très belle matinée, après-midi, soirée, où que vous soyez, à mardi prochain avec J'ai l'œil du tigre, avec un nouveau podcast motivation et bonne humeur, on en a quand même besoin dans nos métiers aussi, de la nouvelle rubrique 2022 Ready to Shine. À bientôt. Merci Céline. Merci et à bientôt également. Si tu as aimé ce que tu as entendu et que mes conseils t'ont été utiles, l'annonce qui va suivre peut t'intéresser. Depuis quelques semaines, la plateforme d'écoute Spotify, la tienne peut-être, te permet de poster un avis et de mettre des étoiles sur la page d'accueil du podcast J'ai l'œil du tigre. Alors, si tu veux m'aider à le faire connaître et à aider le maximum de personnes comme toi avec ces conseils, abonne-toi, poste un avis et offre-moi des petites étoiles, 5 j'espère. À bientôt et prends soin de toi.